En août 1791, on manque de pièces de monnaie en cuivre. L'Assemblée nationale décrète alors la fonte des cloches. Tous les ateliers monétaires du royaume sont mis à contribution, il faut transformer rapidement les cloches en monnaie. Pour cette tâche, l'atelier de Nantes est en charge de 6 départements, la Loire-Inférieure, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Vendée. Eh bien, à Nantes, le district du département de Loire-Inférieure, c'est-à-dire l'actuelle Loire-Atlantique, qui était responsable de la gestion de l'atelier monétaire, opère une visite dans ce bâtiment et constate qu'il est trop petit. On ne peut pas intégrer ce surplus d'activité, on ne peut pas mettre de nouveaux laboratoires. Et dès lors, on va demander à des entrepreneurs, puisque en fait cette activité va être sous-traitée, on va demander à des entrepreneurs de chercher un nouveau bâtiment qui puisse servir d'annexe. À Nantes, on pense d'abord au couvent des Jacobins, et puis finalement, ça sera dans l'église Saint-Léonard. L'église Saint-Léonard qui se trouvait juste ici, à la place de ce bâtiment, donc place Saint-Léonard, que l'entrepreneur Prado, à Nantes, va opérer la fonte de toutes les cloches. On va créer une deuxième annexe qui, elle, se situait à Saumur, plus précisément au couvent des Cordeliers. Et là, ce sera l'entrepreneur, l'évêque de Varannes, qui officiait. Même si certains essaient de les protéger en les cachant, la majorité des cloches est saisie. Elles sont alors envoyées par bateau à la Monnaie de Nantes. Là, on les pèse, puis on les transfère dans les fonderies de Saumur et de Saint-Léonard. Les cloches y sont cassées en petits morceaux. Ces petits morceaux sont ensuite placés dans des creusets en argile qui sont eux-mêmes enfournés à plus de 1000 degrés pour que le cuivre fonde. Le cuivre fondu est alors coulé sous forme de petites plaques. Le métal, tiède, encore malléable, est ensuite écrasé dans un laminoir, une sorte de rouleau compresseur pour obtenir l'épaisseur voulue. Ces lames de métal sont enfin découpées à l'emporte-pièce avec un coupoir. Cet outil permet de tailler au diamètre voulu les rondelles qui serviront de base aux pièces de monnaie et que l'on appelle des flancs. À l'issue de cette dernière étape, les flancs étaient conditionnés dans des barils, placés sur des charrettes, les charrettes des messageries, c'est-à-dire l'ancêtre de la poste d'aujourd'hui, étaient ensuite envoyés jusqu'à la place du Bouffay pour y être frappés. À leur arrivée, ici, place du Bouffay, les barils de flanc entraient à l'atelier monétaire qui se trouvait dans ce bâtiment. Ils étaient immédiatement pesés, globalement, parce qu'on ne comptait pas les flancs un par un, on pesait généralement les barils pour pouvoir gagner du temps tout simplement. Les flancs étaient ensuite frappés à l'intérieur du bâtiment avec une presse monétaire que l'on appelait un balancier. Pour bien marquer l'origine nantaise, chaque pièce portait une marque, la lettre T. Quant aux monnaies frappées à Saumur, parce que Saumur va commencer à frapper des pièces également à partir de la fin de l'année 1792, ce sera la même lettre T avec un point en dessous. Une fois frappées, les monnaies étaient mises en circulation toutes les semaines. Pour cela, elles repartaient par les charrettes des messageries et elles étaient distribuées par les perceptions et par le trésor public dans les communes des 6 départements relevant de la monnaie de Nantes. Ces communes devaient échanger les monnaies contre des assignats de 5 livres, c'est-à-dire l'ancêtre du billet, tout ceci afin de contrôler la masse monétaire en circulation à l'époque. En novembre 1793, on a visiblement assez de monnaie de cuivre et l'entrepreneur Prado décide ou propose de changer l'activité de sa fonderie. Pour cela, il continue à fondre les cloches, mais pour en faire des obus. Quant aux pièces par elles-mêmes, que l'on surnommait les gros sous de cuivre de la Révolution, eh bien, le public les appréciait très peu. Mais ils vont quand même rester en circulation jusqu'en 1852, date de leur démonétisation. À partir de cette date-là, on va les refondre pour réutiliser le métal. Et à Nantes, en particulier, en 1853, on va les refondre pour faire la nouvelle cloche de la chapelle de l'Immaculée. Aujourd'hui, de cette activité de fonderie, il nous reste des documents aux archives départementales, il nous reste beaucoup de monnaies qui ont été réalisées, et puis il nous reste quelques traces archéologiques.
Celles-ci ont été découvertes en 1957 lorsque l'on a construit de nouveaux bâtiments de l'hôtel de ville de Nantes, qui se situe rue Gare-de-Dieu et place Saint-Léonard. Et à l'occasion de cette construction, on a fait des fouilles archéologiques qui ont permis de découvrir des creusets qui ont servi à fondre les cloches, des déchets de fonderie, des morceaux de cloches cassés et également des lames dans lesquelles on venait couper à l'emporte-pièce les flancs qui ont servi à faire les monnaies.